Bonjour à tous. Vous pouvez utiliser le chat pour nous faire parvenir vos questions ou vos remarques. Est-ce que tout le monde nous entend bien? Je t'entends bien, Étienne. Alors, on est 12. On va attendre peut-être une petite minute le temps que tout le monde se connecte et puis, enfin, que la majorité se connecte et on va pouvoir démarrer juste après. Génial, j'ai ma première réponse. On m'entend bien. Parfait. Est-ce que tu m'entends bien également, Étienne? Moi, je t'entends parfaitement et j'ai l'impression que tout le monde nous entend. Ouais. Et on va pouvoir commencer. Surtout qu'on a un agenda assez plein pour aujourd'hui. Alors, deuxième petite question, est-ce que tout le monde voit bien la présentation actuellement? Ça m'a l'air pas mal. Bon, on a Si du vous monde. avez des questions, oui, très bien, oui, merci, impeccable. Donc, n'hésitez pas à les poser, les questions, on continue de les surveiller. Donc, n'hésitez pas, par question ou par chat, à nous contacter. On va pouvoir commencer. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler web service et API. En particulier la partie sur le logiciel Rocket API distribué du coup par Rocket Software. Je suis accompagné actuellement par Philippe Bourgeois, Yann-André Herrerig et Cyril Char, qui seront là pour vous présenter chacun leur partie. Donc Cyril Char fait partie de Rocket Software. J'imagine que vous connaissez tous Philippe Bourgeois d'IBM et mon collègue Yann-André Herrerig sera là pour vous présenter tous les aspects qui sont un peu plus techniques et toute la démonstration du produit. Pour ma part, je m'appelle Étienne Petit, je suis chef de produit chez Notos ID Info. La société Notos ID Info, elle est issue de la fusion en début 2019 des sociétés Notos qui étaient connu dans le monde de l'IBMI pour sa formation et pour sa capacité de développement et de sécurité notamment, et qui était porté par et qui est d'ailleurs toujours porté par Dominic Gates, et de ID Info, société donc située à Paris, celle-ci, qui était historiquement portée par Guy Routier, que certains d'entre vous peuvent connaître. Et donc ces deux, avec la fusion de ces deux entités, l'une basée à Montpellier, Notos, et l'autre basée à Paris, ID Info, on touche tous les points qui tournent autour de l'IBMI et du Power en règle générale. Pourquoi je dis Power en règle générale? Parce que du coup, ça s'étend aussi tout ce qui est hardware et puis aux autres types d'OS qu'on trouve sur l'IBMI, sur Power, je veux dire. Donc, on touche vraiment tout ce qu'il y a à avoir dessus, donc tout ce qui est partie logicielle, partie hardware, partie système, partie formation aussi, partie modernisation, etc. Donc vraiment, on touche à tout et on est présent sur toute la France. Donc on partageait logiquement en deux entre le sud et le nord. Donc on est vraiment un support de proximité qui est bien entendu francophone, mais si besoin, on est aussi anglophone. Et on a une collaboration particulièrement étroite avec l'éditeur Rocket Software, dont Cyril va vous présenter un peu plus en détail la société. Bonjour à tous, donc Cyril Char de Rocket Software. Je me permets juste de revenir sur pourquoi Rocket Software a choisi Notos ID Info. C'est effectivement que c'est un partenaire qui se spécialise sur le Power et qui spécialise sur l'ensemble des besoins que vous avez sur le Power, à la fois d'un point de vue hardware, d'un point de vue développement, d'un point de vue consulting et formation.
Donc, il y a vraiment l'ensemble des besoins qui sont couverts et ça correspond aussi à une grosse partie des besoins qui sont couverts par nos logiciels. Rocket Software étant vraiment un éditeur, on s'appuie énormément justement sur Notos ID Info pour livrer nos solutions et former sur les solutions que l'on développe. Donc, Rocket Software est un gros éditeur, pas forcément très connu parce qu'on ne fait pas énormément de marketing, mais on a un gros éditeur avec aujourd'hui plus de 1000 développeurs sur IBM Z, donc sur le mainframe, et sur IBMI, qu'on appelle nous notre division Power, où on a aujourd'hui sur la division Power plus de 150 développeurs qui développent activement des logiciels, notamment de réplication, toute la partie modernisation où aujourd'hui on va avoir une partie de cette partie-là et tous nos outils d'ALM et de DevOps. Voilà. Ce qui est important de noter par rapport à Rocket Software, c'est vraiment le partenariat très spécifique que l'on a avec IBM. Vous êtes aujourd'hui et beaucoup à être déjà client de Rocket Software, car il y a énormément de solutions développées sur Z et sur I par IBM, le sont en fait aussi par Rocket Software. Donc, nous sommes un éditeur pour IBM. Donc, on a un partenariat très étroit où très honnêtement, il y a 50% de notre chiffre d'affaires de la société qui provient directement d'IBM. Donc, on a vraiment IBM est vraiment un partenaire de choix. Donc voilà pour la petite présentation de Rocket Software. On rentrera un peu plus en détail par rapport à Rocket API qui aujourd'hui, et comme je le précisais, est totalement supporté et implémenté par Notos ID Info. Voilà. Merci Cyril. Je vais maintenant laisser la présentation à Philippe Bourgeois pour vous parler des web services et des solutions natives sous IBM. Hop là. Impeccable. Tout le monde voit l'écran de Philippe? Merci Étienne. Donc, bonjour à tous et bonjour à toutes, bonjour à toutes et à tous, pardon. Donc, je vais faire un petit point effectivement avant que Cyril et Yann-André reprennent la main pour vous présenter donc Rocket API. Moi, je vais faire un petit point sur les fonctionnalités donc, qui permettent de créer des web services et qui sont natifs sur l'IBMI. Et ensuite, eh bien, on embrayera donc sur le produit Rocket API qui est complètement complémentaire en fait à ce que l'on va voir maintenant. Alors, un petit point donc sur les fonctionnalités donc web services qui sont natives sur l'IBMI. Donc vous savez l'IBMI donc a deux volets et il peut être fournisseur de services. D'ailleurs c'est plutôt je pense ce que l'on va voir aujourd'hui. Puisque l'idée, en fait, c'est de pouvoir créer donc des services web ou des API, en fait, à partir de données DB2 ou à partir de logiques métiers existantes ou non existantes, en fait, sur l'IBM. Donc, pour faire cela, vous avez vous avez plein de technos possibles. Il y en a une donc, que j'ai mise en bleu, que je vais détailler un petit peu plus, donc qui s'appelle Integrated Web Services Server. Donc, qui est la possibilité, en fait, donc, de créer des serveurs de web services sur l'IBMI et ensuite de déployer des services dans ces serveurs de web services. Je vais vous faire voir ça donc juste après sans faire de développement. Ensuite, on a une deuxième technologie donc, que vous connaissez peut-être un petit peu moins et qui commence à voir le jour, c'est vraiment tout récent, donc c'est de pouvoir utiliser le langage Node.js qui tourne nativement sur l'IBMI, c'est l'open source, avec un framework donc, pour les API REST qui s'appelle Loopback. Et Loopback, en fait, donc, est assez utilisé dans le monde Node.js et qui permet donc de créer des web services. Enfin des API REST plutôt, pour être exact. Et on a un connecteur en fait DB2 sur l'IBMI qui permet donc de développer des web services. Donc là, on est en pur open source complet avec Node.js. Et puis, bien évidemment, vous pouvez créer des services web à partir des autres langages qui sont supportés sur l'IBMI, Java, PHP, Python, etc. L'IBMI peut être aussi
client, donc consommateur d'API REST ou de web service de façon générale, hein, donc en SQL, et je vais détailler ça un tout petit peu plus après, mais également en fait en natif RPG COBOL C++, avec ce que l'on appelle le Integrated Web Services Client, hein, donc, qui est une technologie basée sur Apache Axis et qui permet en fait donc de consommer des ressources, on va dire web, et donc plus spécifiquement des web services à partir donc des 4 langages RPG, COBOL, C++. Et puis bien évidemment, vous pouvez aussi consommer bien sûr des web services directement à partir d'autres langages, donc Java, PHP, etc. Donc je vais plutôt faire un petit focus sur AWS comme serveur de web service. Je parlerai un petit peu de Loopback aussi, et puis comme client, donc en tant que SQL. L'idée était de faire un petit point sur les différentes possibilités qui existent aujourd'hui. On va commencer par AWS, donc AWS Integrated Web Services Server. L'idée, c'est de pouvoir créer donc des web services à partir donc soit d'instructions SQL, ça date de 2019, soit déjà depuis très longtemps, une bonne dizaine d'années, de programmes IBMI. Donc on supporte les deux modes, le mode SOAP et le mode REST. Et aujourd'hui, on consomme et on fournit de plus en plus en fait donc de web services de type REST, qu'on appelle aussi des API de type REST. Donc l'idée étant de pouvoir APIser de la logique métier existante ou en fait des requêtes vers DB2 pour en faire des API REST appelables à partir d'une URL, à partir de n'importe quelle autre interface. L'architecture aujourd'hui des applications donc, tend fortement en fait vers cette façon de travailler. Donc, des frontaux développés dans l'interface que vous voulez, par exemple de l'Angular, ou autre framework, et en fait donc qui va consommer des API de type REST qui se trouvent sur un serveur. Donc l'IBMI peut être serveur d'API REST et on va pouvoir en fait transformer notre logique métier existante ou nos accès database en API de type REST. L'intérêt en fait de AWS, c'est qu'il n'y a pas de développement à faire, il n'y a pas de software à acheter en plus, hein, c'est complètement intégré au serveur Apache. Et ça se gère par une interface d'administration web, comme vous le voyez en fait en bas de l'écran. Mais ça peut se gérer bien sûr pour industrialiser un petit peu les processus et automatiser les processus par des scripts shell que l'on peut inclure dans des commandes en langage de contrôle. Donc on va créer des serveurs de web service et dans ces serveurs de web service, on va ensuite déployer en fait des web services qui peuvent être de type SOAP, qui peuvent être de type REST. On n'est pas forcément en architecture un seul tiers, hein, on peut avoir le serveur de web service sur une partition et puis les programmes et les données DB2 en fait sur une autre partition. On peut sécuriser les accès en SSL à tous les niveaux, donc directement sur le serveur d'application, entre les deux partitions si on a découpé en deux tiers, et puis éventuellement donc avec un serveur HTTP en frontal. Donc tout est aujourd'hui possible. Donc c'est quelque chose qui évolue beaucoup, enfin qui a pas mal évolué, qui continue d'évoluer, hein, donc 1 à 2 fois par an. Depuis 2019, on peut faire des API REST à partir d'instructions SQL. Hein, vous voyez dans l'interface web ici à gauche, on choisit qu'on veut un web service de type REST, donc ça peut être SOAP ou REST. Hein. Si c'est à partir de SQL, c'est forcément REST, on ne peut pas faire du SOAP. Et on verra ici qu'à la place de SQL, on peut mettre programme ou programme de service. Bon, ici, je veux donc exposer en fait mes instructions SQL en API REST. Je vais saisir mes instructions SQL donc avec ou sans paramètres, mais généralement donc il y a des paramètres, les marqueurs que vous voyez là, les points d'interrogation que vous voyez là. On peut faire des selects, mais on peut bien sûr faire des inserts, des updates, des deletes, des calls. On va indiquer en fait ce que l'on va renvoyer comme données. Est-ce qu'on renvoie une ligne, plusieurs lignes, ou est-ce qu'on renvoie un autre type de ressources? Donc on peut renvoyer du PDF, on peut renvoyer de l'Excel, on peut renvoyer des images, on peut renvoyer un certain nombre de choses. C'est pas forcément du XML, du JSON, mais sinon, donc si c'est une requête SQL de type select par exemple, on va choisir si on veut renvoyer du XML, du JSON, du HTML, etc. Et puis donc ça crée une API REST que l'on va appeler dans le navigateur, comme vous voyez en fait à droite, enfin dans le navigateur, n'importe quel client, pas forcément dans le navigateur bien sûr, n'importe quel client web, client HTTP, c'est une URI et ça renvoie par exemple ici la liste des films en JSON ou en XML. Aucun développement à faire, hein, juste indiquer les instructions SQL, qu'est-ce qu'on veut comme type de sortie, quelle est l'URI qui sera générée, et puis voilà. Donc c'est vraiment très très simple. On peut sécuriser tout ça. On peut aussi faire ça donc à partir de programmes de service.
Donc, vous pouvez exposer des programmes ou des procédures de programmes de service pour en faire des API SOAP ou REST, hein, donc même principe. Par contre, bien évidemment, les programmes en question doivent être des programmes qui ne contiennent que de la logique métier. Ce sont les programmes qui prennent des paramètres en entrée et qui renvoient des paramètres en sortie. Ça ne peut pas être en fait donc un programme 52-50, et c'est justement là où Rocket API va prendre tout son sens. Ça ne peut pas être une partie d'une application 52-50. Voilà. C'est forcément un programme isolé, métier. Donc, on a extrait la logique métier, où on a construit la logique métier. On en a fait un programme donc avec des paramètres en entrée, des paramètres en sortie. Donc, ça peut être des paramètres simples, ça peut être des data structures, ça peut être des listes. Il y a plein de possibilités. Mais l'idée, c'est vraiment donc d'isoler la logique pour en faire un programme métier que l'on appellera, donc une procédure ou un programme, que l'on appellera en fait donc sous forme d'API REST. Mais sinon, le principe est le même. Donc ici, j'ai un programme qui va prendre un code film en entrée qui va renvoyer le titre du film, l'année et la durée du film en sortie. Je dis si je veux du XML, du JSON, etc. en sortie. J'ai une URL en bas et je vais donc appeler mon web service qui va me renvoyer en fait soit en JSON, soit en XML mes paramètres de sortie, quoi. Je lui ai passé le paramètre en entrée ici dans l'URL, le film numéro 100 que vous voyez ici. Alors il y a plusieurs moyens de passer ça. On peut passer ça donc dans le corps de la requête, on peut passer ça dans l'URL, on peut passer ça sous forme de cookie, on peut passer ça sous forme de header. Il y a plusieurs moyens de passer les données. Il y a plusieurs moyens de renvoyer les données aussi. Enfin, on peut jouer sur les codes HTTP en entrée, en sortie. On peut jouer sur les entêtes HTTP. On peut récupérer des informations clients dans le programme. On peut faire pas mal de choses. Mais effectivement, le programme est un programme en fait métier, donc avec des paramètres en entrée, des paramètres en sortie. Donc voilà pour la partie en fait consommation avec IWS. C'est un petit point de vue rapide qui vous permet de voir ce que l'on peut faire avec. Sachez qu'une deuxième solution donc, qui vient de voir le jour, c'est d'utiliser le fameux framework Loopback en fait en Node.js. Donc Node.js, ça s'installe gratuitement et facilement en fait sur l'IBMI. C'est l'open source, donc vous passez par ACS, installation de module open source, vous choisissez Node.js et ça vous installe directement en fait Node.js sur votre plateforme. Il y a un connecteur ODBC en fait dans le framework Loopback qui va permettre donc en Node.js d'appeler donc des web services à partir de données DB2 qui sont sur la même machine ou qui sont sur des machines à part. Donc on peut très bien avoir une partition IBMI avec Node.js et puis une partition DB2 en fait, donc qui se trouve à part. On utilise le driver ODBC, donc qui est fourni maintenant, donc depuis l'an dernier, directement là aussi sur l'IBMI. Ce qui permet en fait d'avoir le même driver, que ça soit sur une plateforme Linux, Unix, Windows, ou que ça soit en fait donc sur l'IBMI. Donc là on est sur l'IBMI, là on serait sur des plateformes en fait autres que l'IBMI pour accéder en fait à DB2 qui se trouve sur une autre plateforme, donc en ODBC avec le driver qui est fourni en standard. Bien, voilà, je n'en dis pas plus, j'ai pas trop de temps, je vais juste, donc, deuxième volet, on va faire voir le deuxième volet. Le deuxième volet, donc, c'est l'IBMI comme client de web service, donc comment consommer des web services, en fait, sur l'IBMI. Donc, là, la techno que je vous fais voir, c'est SQL, c'est celle qui est aujourd'hui, je dirais peut-être la plus simple à utiliser et qui permet de faire le plus de choses. L'idée, c'est de pouvoir, donc, à partir de SQL sur votre IBMI, de pouvoir accéder à n'importe quelle API en fait tierce, que ce soit donc, vos fournisseurs, vos clients, le grand public, dans le cloud, peu importe. C'est typiquement ce que j'ai fait ici, par exemple. Donc, à partir d'une instruction SQL qui tourne sur DB2 sur l'IBMI, on est allé appeler en fait une API qui permet donc de faire de la reconnaissance visuelle, donc de détecter en fait des visages sur une photo et d'estimer l'âge en fait, l'âge de ces personnes et d'estimer aussi si ce sont des hommes ou des femmes. Voilà, donc c'est le résultat de la requête que vous avez ici. Ici, j'en ai fait une deuxième. En fait, c'était faire une jointure entre des données qui sont dans DB2, donc les magasins ici avec la ville et puis le pays, et puis aller chercher en fait donc, la météo à un instant T. En transmettant la longitude et la latitude du magasin en question pour m'afficher en fait donc la température à l'instant T et puis le temps qu'il va faire, alors à l'instant T ou en prévision. Donc ce sont des données qui proviennent du cloud par l'appel d'une API et je fais une jointure entre les deux. Juste pour vous faire voir très rapidement comment on fait ça, je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais
On va utiliser en fait une requête SQL qui va utiliser deux fonctions. Une fonction SQL qui s'appelle HTTP GetClub et qui permet en fait d'appeler une ressource au web. Donc ici, j'appelle une API et qui va me renvoyer en fait donc du XML ou du JSON, un flow XML et JSON. Et puis derrière, donc j'ai ici l'URL d'appel de mon API. Et puis j'ai une deuxième fonction en fait qui va décomposer le flux JSON que j'ai récupéré dans une table, donc avec des colonnes. Alors une table en fait des données DB2, hein, donc des listes, des lignes et des colonnes. Hein, donc ça ne crée pas une table, hein, ça crée un résultat set avec des lignes et des colonnes. Et j'indique ici les colonnes que je veux récupérer. Donc l'idée, c'est de décomposer le flux JSON qui a été récupéré une fois que j'ai appelé mon API. Donc, et ici, j'en fais une jointure en plus avec les données qui sont dans la table magasin et ça me donne le résultat qui est en bas. Voilà, donc tout ça pour vous faire voir qu'on peut très facilement en fait donc, consommer des API REST en SQL pour pouvoir les intégrer dans vos applications et faire des applications composites où on aura donc des données qui sont dans des B2, on peut aller chercher des données qui sont dans des fichiers IFS, Excel, etc., etc. On a toutes les fonctions SQL qui permettent de faire ça. Et on peut aller aussi chercher des données à l'extérieur, dans le cloud ou sur d'autres serveurs, donc, et faire des applications donc, qui vont mixer, qui vont faire des jointures entre des données dans l'IFS, des données qui sont dans des B2 et des données qui proviennent en fait d'API REST. Voilà, donc tout ceci est possible aujourd'hui, hein, donc en natif sur l'IBM. Voilà, je ne vais pas détailler plus que ça. Je vais juste terminer pour vous préciser en fait que tout ceci évolue régulièrement, évolue via ce que l'on appelle les technologies refresh. Donc des nouveautés, des évolutions 2 fois par an. Donc on a eu au mois d'avril le TR2 sur la 7.4 et le TR8 sur la 7.3. Et bien surveiller un petit peu ce qui va se passer sur le web dans quelques semaines. Quand je dis dans quelques semaines, on va plutôt dire la semaine prochaine. Vous verrez apparaître donc le 3e technologie refresh sur la 7.4 et le 9e sur la 7.3. Il y a plein de nouveautés concernant les web services et particulièrement donc sur la création de serveurs de web services avec la technologie IWS, donc la technologie qui est intégrée, dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne journée et maintenant donc je vais repasser la main, ou c'est peut-être Étienne qui va reprendre la main pour la partie requête API. Donc vous allez voir qu'il est vraiment complémentaire à ce que l'on vient de voir sur la création en fait, d'API REST à partir donc, de logique existante. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, Philippe. Tout le monde m'entend toujours. Je vais prendre la main pour la suite. Donc, comme Philippe en a parlé, on va parler de web services et plus particulièrement, plutôt que des web services, on va plutôt parler d'API. On a déjà tous rencontré les mêmes contraintes, les mêmes plaintes de services informatiques qui nous disent que les applications qui fonctionnent très bien par ailleurs sont isolées sur l'IBMI, que c'est difficile à connecter avec les autres applications du groupe et que les formations peuvent prendre plusieurs mois pour s'adapter aux nouvelles, enfin pas aux nouvelles, mais aux présentations qu'on a actuellement, aux écrans qu'on a actuellement. Et c'est très coûteux à décommissionner parce qu'on a vu plusieurs DSI prendre la décision de décommissionner l'IBMI et face à souvent la difficulté de la tâche, avorter le projet alors qu'il n'était pas encore démarré. Et pour éviter ça, donc la modernisation entre guillemets de vos applications existantes va permettre une ouverture au reste de votre SI, une ouverture sur le web, une ouverture pour vos clients. Ça va vous permettre d'éviter toutes ces contraintes qu'on a nommées si avant, et vous allez avoir de belles interfaces comme celles qu'on voit actuellement pour remplacer les interfaces classiques 5250. Très rapidement, là aussi, je vais pas non plus
m'étaler parce qu'on en a déjà parlé un petit peu avec les web services avec Philippe. Mais qu'est-ce qu'une API pour ceux qui ne sont pas déjà familiers avec cela? Une API, donc Application Programming Interface, c'est tout simplement, ça peut être résumé, une solution informatique. Donc, je rentre pas dans le détail, il peut y avoir plusieurs sortes qui permettent de communiquer avec d'autres applications et de s'échanger mutuellement de la donnée et des services ou des services. Cet échange, il va se faire nécessairement de façon structurée, avec une structure particulière de la première application, et la seconde application devra répondre à la première selon les conditions définies par la structure de la première requête. Sans entrer dans les détails, historiquement, on a débuté avec les RPC. Très rapidement, dans les années 90, les API SOAP ont commencé à standardiser le format et ont été popularisés assez rapidement. Et actuellement, c'est surtout le format REST que l'on retrouve, Representational State Transfer, qui respecte tous les standards du World Wide Web et qui est plus simple que les traditionnels web services qui étaient développés jusqu'ici en SOAP. Donc c'est vraiment maintenant devenu un standard qu'on va retrouver naturellement avec Rocket API entre autres. Alors pourquoi travailler avec les API? Tout simplement, pour les raisons dont on a parlé au tout début de cette présentation. Vous avez des applications qui fonctionnent très bien, mais qui sont néanmoins figées, qui sont néanmoins isolées. Vous avez donc des applications legacy qui nécessitent du temps pour l'information, mais aussi du temps pour taper les commandes, pour entrer dans tel et tel menu. Ça, on peut facilement maintenant, avec les moyens actuels, les transformer en architecture orientée service ou orientée web. Et grâce aux API, ouvrir vos applications extérieures aux échanges avec notamment des API web, avec donc des informations qui sont stockées de façon libre et faciliter l'accès de ces applications à vos clients ou même aux vos utilisateurs internes. Par ailleurs, ça permet d'ouvrir votre IBMI au langage plus moderne qu'on va retrouver, qui sont typiquement Node.js, Python, Ruby en ce moment, et qui concernent du coup la vaste majorité des développeurs actuels, des développeurs qui sortent qui sont sur le marché actuel et qui sortent de l'école. Et donc pour l'acquisition de ressources, ça simplifiera fortement les futurs recrutements et la maintenabilité de votre code. Derrière, ça permet aussi de débloquer en fait les barrières qui séparent vos différentes applications au travers de différentes plateformes potentiellement. Et donc, vous avez beaucoup plus de réactivité et de flexibilité. Donc, si vous avez une évolution du marché, vous allez pouvoir plus facilement vous adapter à cette évolution et être force de proposition sur de nouveaux business models, par exemple. Derrière, pourquoi est-ce que l'on veut travailler avec Rocket API? En fait, les API, ça concerne à la fois le monde IBMI, enfin les API au sein du monde IBMI, ça concerne à la fois, on a le côté IBMI et on a le côté excusez-moi, je vous ai perdu un instant. Toujours? T'entends pas bien. Je vais continuer, n'hésitez pas à m'interrompre si on ne m'entend plus. Donc les API vont permettre, la mise en place d'API va permettre derrière de débloquer des compétences en termes de langage de développement moderne et récent. Vous allez avoir accès à tous les derniers langages tels qu'exprimés ici. Et l'avantage de Rocket API, le vrai avantage, c'est que comme on a parlé aussi Philippe, c'est que derrière, on va se baser principalement sur la logique écran, et donc ça va vous éviter du développement. Ce qui va être compliqué, ça va être le développement interne, donc de trouver des ressources qui sachent à la fois le RPG et les ressources open, et puis de faire collaborer les deux. Ou alors vous pensez peut-être prendre des prestations externes, mais là on va se poser les
les questions du coût, des compétences même à trouver ça, et puis de la maintenance de votre code après. Alors qu'avec Requête API, vous allez pouvoir récupérer de la valeur de vos applications existantes beaucoup plus vite déjà, d'une première façon, de façon moins coûteuse, bien entendu, et surtout en supprimant complètement les risques, parce que on n'a pas de développement, de nouveaux développements à faire. Et c'est ça vraiment qui change la donne, parce que du coup, plus de développement, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de rechanger le code, un code que potentiellement on a perdu ou qu'on ne connaît pas, pour lequel on n'a plus les compétences. Je pense notamment au vieux programme RPG 36 qui reste sur vos machines. Donc vraiment, ça va vous permettre plein de choses, notamment d'automatiser certaines tâches aussi, de transformer de la logique métier en API, qui soit REST ou SOAP, et ça va vous permettre aussi de gérer la flotte d'API que vous avez, notamment pour des questions de maintenance pour le futur. Et encore une fois, je le dirai jamais assez, on garde l'existant. Donc, on ne remplace pas votre code existant. Donc, vos applications qui sont déjà solides, qui sont codées en RPG ou en COBOL et qui fonctionnent depuis des années, elles ne vont pas disparaître. C'est simplement que la façade va être quand même beaucoup plus agréable et l'automatisation va permettre un gain de temps et un gain sur les erreurs humaines non négligeables. Alors, quel type d'API on peut retrouver grâce à Rocket API? Tout d'abord, la star des API, l'intégration d'écran. On vous en a parlé avant. On a une logique qui est basée sur les écrans pour ce type d'API-là, où on va analyser chaque champ de l'écran et reconstituer la logique métier derrière. C'est-à-dire que vous êtes sur un menu, vous vous déplacez, vous tapez l'option 1 pour arriver dans un autre sous-menu, l'option 8 pour aller encore dans un autre sous-menu, et après, vous devez sélectionner telle et telle option. Là, d'un simple clic, ça va analyser toute cette logique métier derrière et vous retranscrire le même résultat sans rien changer derrière, sans nouveau développement. Les API qui sont des types direct host sont les API qui se connectent directement au programme et au programme de service, bien entendu, et qui vont simplement se baser sur le format de votre programme pour pouvoir analyser les entrées et les sorties de celui-ci et vous redonner donc un résultat probant. Les API bases de données, rien de plus simple, on a une connexion via des requêtes SQL à la base et on ressort derrière un format XML, JSON, etc. Et enfin, les API qu'on appelle composites, qui vont être en fait un enchaînement de plusieurs fonctionnalités individuelles, donc de plusieurs API, pour fabriquer une API avec une logique complexe derrière, qui va faire plusieurs choses différentes et accéder à plusieurs endroits sur votre IBMI. On va revenir plus en détail sur chacun de ces types-là à la suite. Les API bases de données, c'est relativement simple et intuitif. On entre une requête SQL en entrée et on a derrière un connecteur JDBC qui est produit. Alors, requête SQL ou procédure stockée, bien entendu, les deux sont valables. Et derrière la plateforme, donc là, on le voit, c'est une plateforme qui est basée sur Eclipse, donc la plateforme de développement du produit qui, bien sûr, peut s'installer sur Windows, Linux, Unix ou même IBM. Va nous générer automatiquement des API, des connecteurs JDBC qui vont récupérer des informations via les API. Les API d'écran intégré, on en a déjà parlé. Donc, on voit bien ce qu'on a sur le côté, donc les logiques métiers. Donc, on va rentrer un texte, appuyer sur Entrée, vérifier des choses. Et derrière, ça va en un seul clic, on va avoir toutes ces opérations qui vont être effectuées. C'est-à-dire qu'on transforme en fait de l'interactif, des actions interactives avec une possibilité d'erreur, avec du temps qui est perdu, par derrière un batch très rapide et disponible sur le web. Donc, vous allez pouvoir optimiser la vitesse des processus et automatiser ces processus manuels. Vous allez pouvoir récupérer les informations qui sont normalement disponibles qu'en interactif. Vous allez pouvoir automatiser tout ça. Ces API-là peuvent être créés par les métiers, donc vous n'avez pas besoin de quelqu'un de technique. C'est vraiment quelque chose, c'est de l'algorithmie, c'est vraiment pas du code. Et vous allez pouvoir capitaliser sur les méthodes abandonnées.
Typiquement, je parlais tout à l'heure des programmes historiques que vous avez peut-être qui traînent de temps en temps sur certains de vos applicatifs, avec notamment des programmes RPG 36 ou RPG 2 dont vous avez perdu la maintenance et vous ne savez pas trop quoi faire. Là, on peut directement capitaliser sur ce programme qui fonctionne sans les modifier une seule fois et simplement récupérer derrière la logique écran pour créer nos API. Ce qui veut dire qu'on a une gestion native des erreurs et notamment aussi la capacité de faire du commit rollback. Comment ça fonctionne je vais passer rapidement là-dessus. En fait, on a un système de collecteur qui va récupérer tous les écrans d'une application et qui va générer donc ce qu'on appelle un album d'images et qui va le transférer à la plateforme de développement. Donc cette plateforme de développement, elle aura tout le flux 5250 en sortie renseigné. Donc toutes les informations qui sont liées à ces accès, à ces écrans. Ce qui veut dire les zones et les informations cachées, les champs conditionnés, le statut de vos indicateurs. Si vous avez un écran avec plusieurs langues, plusieurs fichiers de langue, c'est aussi géré. Donc tout est fait pour connaître complètement et entièrement les écrans qui ont été récupérés. Et derrière, on va pouvoir, grâce à ça, suivre les modifications. Donc là, on a fait une première collecte, on l'a renvoyée à notre plateforme de développement et lorsqu'on fait une deuxième collecte, on voit ici, donc schématisé ici, que on a un écran qui a changé et puis un autre écran qui a également changé. Cet écran-là, on va relancer une deuxième collecte. Cette collecte-là va être renvoyée à la plateforme de développement qui va la comparer au précédent album d'images, voir qu'il y a une différence. Et là, ce qu'on a derrière, c'est que la plateforme va envoyer un message disant que tiens, il y a un changement. Typiquement, ce champ caché a été supprimé. Est-ce que ce champ caché était nécessaire pour l'application ou est-ce que cette application-là n'utilisait pas ce champ et donc il n'y a pas de conséquences. Et derrière, le développeur va pouvoir décider d'actualiser son API. Et donc, on a ainsi eu un suivi des modifications des écrans dynamiques et qui va vous permettre de ne pas rester sur le carreau lorsqu'on a des modifications, donc une maintenance validée. En plus de ces deux types d'API, on a parlé des API Director Host qui se connectent à vos programmes et à vos programmes de service. Comment ça fonctionne derrière ce qu'on appelle donc les processus qui sont embarqués dans la formation d'API, donc ce qu'on appelle ici les microflows, vont être importés par le connecteur dans un fichier qu'on appelle un fichier PCML, Program Call Markup Language, qui va être au format XML et qui va être compilé directement à partir du programme, du source du programme. Et ce fichier-là, il décrit les métadonnées de votre programme. Donc, il décrit les paramètres d'entrée, de sortie, les types des paramètres, leur longueur, etc. Donc, il décrit en fait la structure extérieure de votre programme. Et grâce à ça, sans avoir de codage supplémentaire encore, je le répète, on va se baser en fait sur un assistant logiciel. Vous allez pouvoir derrière générer votre API à partir de programmes et de programmes de services directement. Et dernière solution, les API composites qui vont vous permettre d'instaurer une logique dans les appels de vos API et une logique qui peut être complexe puisqu'on peut avoir des API composites qui combinent plusieurs API différentes, mais on peut aussi avoir des API composites d'API composites. Donc, on voit assez rapidement qu'on peut avoir une structure, une logique un peu plus complexe, ce qui va nous permettre derrière de généraliser des fonctionnalités granulaires sur des applications très spécifiques pour les réutiliser, les repackager dans des services composites SOAP ou REST qui peuvent être utilisés pour d'autres applications. Notamment, vous pouvez aussi y combiner des API du web. Donc, on avait parlé des API météo ou des API Watson, typiquement. Et on va pouvoir aussi combiner des services de différentes plateformes. Donc, vraiment, on a beaucoup de choses qui sont possibles. Et tous ces services qui viennent du web, de différentes plateformes et qu'on souhaite combiner ensemble vont être centralisés, leur exécution va être centralisée sur le même moteur, puisque tout va être centralisé à un seul endroit. Ça permet notamment de rajouter
une donnée à une application web qui est déjà existante, sans avoir à avoir beaucoup de développement, parce qu'on reste sur le maintien des applications existantes. Je viens rapidement sur les quelques exemples qu'on peut retrouver pour que vous voyez un peu concrètement comment ça se passe. On a eu des exemples donc dans la téléphonie d'API qui ont permis à l'opérateur, donc c'était il y a un petit bout de temps, mais c'est toujours valable, d'automatiser et d'améliorer les processus de résiliation. Lorsqu'on s'abonne à un nouvel abonnement, ils doivent résilier l'ancien abonnement. Donc c'était ça qui se passait, et on a aussi intégré de la CRM à l'intérieur de l'IBMI grâce à ça, grâce aux API. Ça a permis aussi d'autres automatisations telles que des transferts XML, et du coup, les interventions manuelles ont été fortement réduites. On a les mêmes exemples dans les métiers liés aux produits. Donc, ce qui est important de voir, c'est qu'en fait, l'utilisation d'API permet le suivi des commandes vraiment de A à Z, A étant l'utilisateur qui se connecte sur votre site web et qui crée son compte utilisateur. Donc là, on va avoir un accès nécessaire à la base et ça sera de l'API en général. Et jusqu'à la livraison du produit fini à la porte du client, voire même le service après-vente et le suivi donc de ce client-là pour la suite. Et ça passe bien sûr par, dans la grande distribution, la gestion des stocks, dans la logistique ou la supply chain, la gestion d'entrepôt, la gestion inter-entrepôt, la gestion entre l'entrepôt et la grande surface, par exemple, la gestion des transports. On pense notamment au transport routier, au transport aérien, au transport maritime, ou pour les sociétés un peu plus multimilliardaires, on parle même de drones maintenant. Donc vraiment, toute la gestion de toute l'industrie qu'il y a derrière, même au niveau des usines, de la gestion des matières premières, de la gestion des produits finis, etc. Tout ça va pouvoir interconnecter au sein d'une seule et même base, uniquement avec cette ouverture de la base sur le web et sur le monde extérieur. Alors, le web pas forcément, mais en tout cas sur les applications de chacune des entreprises. Même chose pour les métiers de service. Alors, métiers de service, là, je pensais particulièrement à tout ce qui est banque, assurance ou mutuelle, où justement on connaît tous les applications récentes où on peut faire des virements immédiats, etc. Tout ça, ça a été mis en production et ça a été possible grâce à les mises en place d'API, parce que derrière les applications, alors elles ont peut-être changé depuis, mais elles ont changé progressivement, et ça a permis justement cette ouverture vers l'extérieur. Encore une fois, le back-end derrière ne change pas. On a toutes nos applications qui pointent toujours vers le même code. Donc ça facilite non seulement les accès des clients, mais aussi les accès internes de l'entreprise à la base du client, typiquement. Comment ça se met en place? En fait, donc on a là la structure du produit, où on a tous les connecteurs, qu'ils soient mainframe, on l'a vu, il y a du système Z, tous les connecteurs disponibles dont on a déjà parlé, mais aussi des connecteurs de routage, notamment pour que la gateway puisse n'utiliser qu'une seule instance de microflow pour plusieurs connecteurs de même type, donc vers plusieurs autres différentes. On a aussi un connecteur de load balancing pour gérer les performances et pour distribuer les requêtes aux connecteurs de même type. On a donc des politiques derrière de load balancing. Tout ça, bien entendu, pour mettre à disposition, alors soit inter-entreprise, soit sur le web, soit au sein d'entreprise, pour de l'architecture orientée service ou pour du business process management typiquement. Et bien entendu, le tout est fortement sécurisé par du contrôle de version, par des connexions SSL ou SSH, par les derniers standards de sécurité des web services, par de la sécurité qui est basée sur les rôles, donc tout le monde n'a pas le droit de faire quoi que ce soit, et des logs qui sont granulaires. Donc pour chaque micro-opération, on va avoir une log, et pour des opérations beaucoup plus macroscopiques, beaucoup plus générales, on va voir s'il y a une log qu'on peut mettre soit en fichier plat, soit dans un fichier de base de données, comme on souhaite. Donc voilà comment s'articule la solution.
Et dans la mise en place, c'est très simple. C'est une mise en place entre 15 et 30 jours. Donc là, forcément, ça dépend fortement de votre application et de vos besoins. L'implémentation, c'est entre 15 et 30 jours. Une grande partie de cette implémentation, c'est la partie préparation, ce qu'on appelle le mentoring, où on collecte les informations sur vos applications, sur les programmes, comment ça s'articule, sur votre logique métier, etc., sur comment est-ce qu'on fonctionne chez vous. Et ensuite, on va construire ces microflows, les premières API. Qu'est-ce qu'on utilise? REST, SOAP, XML, JSON. Comment on articule ça. On va customiser en fonction de votre existant, en fonction de vos méthodes d'orchestration, de planification. On va pouvoir éventuellement améliorer certains workflows, automatiser des choses qui n'étaient que manuelles, vérifier, tester. Et le déploiement qui se fait par le Access and Connectivity Hub, qui va permettre de mettre à disposition ces API aux utilisateurs. Et bien sûr, la plateforme permet également la maintenance de ces API, parce que forcément, ça sert à rien de mettre une API si derrière, on ne la maintient pas et elle n'évolue pas. Je laisse la main du coup à mon collègue Yann André, qui va vous faire une élégante présentation du produit API sur une petite application. Yann André, merci. Je te passe la main. Merci Étienne pour cette présentation intéressante. Donc du coup, tu nous as présenté tout ce qui est ce qui s'applique en théorie. Donc moi maintenant, je vais montrer la pratique. Par contre, je ne t'entends pas personnellement. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Moi, je t'entends très bien. Vous m'entendez? Très bien. Parfait. Donc c'est juste Étienne. Donc désolé Étienne, pas de chance pour toi. L'important, c'est que le reste des participants m'entendent. Donc, du coup, pour illustrer toute la théorie que Étienne vient de nous présenter, on s'est décidé de présenter un cas. Donc, probablement, le cas qui intéresse le plus de nos participants, c'est celui de la traduction des écrans 5250 en API. Donc, du coup, que prendre pour illustrer ça? Donc, on s'est décidé à prendre une application de gestion de stock classique. Donc, du coup, on peut entrer un stock et du coup, il va être enregistré en base de données. On peut consulter un stock, on récupère l'information que tel ou tel article est en stock dans tel ou tel magasin et ainsi de suite. Donc, du coup, pour illustrer toutes les possibilités de ce logiciel Rocket API, je vais vous montrer le parcours classique actuel qui existe sur cette application. Donc, normalement, sur l'écran principal, tout le monde devrait voir un écran 5250 classique qui est connu chez tout le monde normalement. Donc, du coup, je vais démarrer l'application de gestion de stock. Donc, il y a des commandes à passer. Du coup, j'entre dans mon application de gestion de stock. L'application de gestion de stock, elle est un peu ancienne. Donc, du coup, il y a énormément d'écrans à traverser jusqu'à ce qu'on arrive finalement au résultat qu'on veut obtenir. Donc là, du coup, moi, je veux consulter un stock. Donc, du coup, je navigue les écrans, je rentre une information et je rentre dans ce menu. Je tombe dans un nouveau sous-menu. Comme vous voyez ici, donc là, du coup, j'ai la possibilité de choisir la consultation d'un stock, de saisir un bon de livraison, etc. Tous ces écrans qu'on est en train de voir, Rocket API sera capable de les traverser également. Donc, du coup, ce n'est pas grave si l'information que vous souhaitez APIser se trouve au fin fond de 10-15 écrans. Rocket API sera capable de naviguer ces écrans, de choisir les bonnes options aux bons endroits et d'arriver à l'information qu'on veut renvoyer à celui qui demande. Donc, du coup, je traverse cet écran. Il y a encore un autre écran. Hop. Et du coup, je tombe sur une liste de sélection. Cette liste de sélection, du coup, comme vous pouvez vous en douter, c'est la liste des magasins. Donc, du coup, ce n'est pas un problème pour Rocket API également. On pourra définir dans l'appel du web service qu'on veut accéder au magasin AME ou au magasin CAN. Ce sera juste un paramètre à passer dans les critères d'appel du web service et après Rocket API sera capable de placer l'option devant l'entrée correspondante. Du coup, ce qui est souvent le cas pour tout ce qui est des masques de recherche,
pour obtenir une certaine information, que ce soit pour obtenir des contrats d'assurance, des stocks ou tout ce que vous voulez, vous tomberez souvent sur des masques de recherche et donc du coup Rocket API sera capable de remplir les informations correspondantes, notamment par exemple le magasin, la famille d'articles, l'article et ainsi de suite. Donc là, je clique Entrée et j'obtiens la liste du stock de ce magasin. Donc là, du coup, je vois qu'il y a pas mal d'alcool en stock dans ce magasin et, c'est l'information qu'on voudra retourner à notre API. Donc, vous voyez ici en bas, il y a un à suivre, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs pages de résultats qui existent. Ce n'est pas un problème pour Rocket API. Le logiciel est assez intelligent. Il est capable de parcourir ce type de fichier et d'aller jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il détecte quelque chose qui lui indique que c'est la fin. Et du coup, il va retourner la liste du stock correspondante comme il faut. Pour illustrer tout ça, j'ai décidé de préparer un petit appel web service directement pour que vous puissiez voir le résultat. Donc du coup, peut-être certains d'entre vous connaissent déjà ce petit utilitaire. Ça nous permet de simuler un appel web service sur Rocket API ou sur tout autre web service que vous avez. Généralement, beaucoup de gens l'utilisent pour tester leur web service Node, PHP et ainsi de suite. Donc du coup, j'ai préparé plusieurs paramètres, donc notamment qui contient par exemple le code du magasin. Je clique sur Send. Sur le poté, vous voyez ici, ça va très vite. Il a parcouru tous les écrans en un rien de temps. Et du coup, il me retourne un JSON qui contient les différents stocks de tous les articles dans le magasin. Donc du coup, vous voyez, le JSON, il est bien en forme. On obtient les informations. On aurait pu réécrire les différentes intitulés comme on le souhaite. Et du coup, on peut renvoyer un JSON en un clic qui va du coup qui va se charger de parcourir tous les écrans. Je vais quand même réexécuter une dernière fois pour ceux qui n'ont pas vu du premier coup. Il y a le petit écran qui est sur le côté. Donc, si je reclique sur scène, ça va reparcourir toute l'étape qu'on vient de voir il y a quelques instants. Donc, j'espère que ça a réussi à passer assez rapidement sur l'écran chez tout le monde. Donc, peut-être on n'a pas un taux de rafraîchissement d'écran très énorme sur le webinar, mais ça va très vite. Donc là, vous avez vu en moins d'une seconde, il a parcouru les 5-6 écrans qu'il y avait, qui étaient configurés, et ça va très vite. Du coup, vous vous posez probablement la question, comment ça se passe? Ça doit être compliqué à mettre en œuvre. Le JSON sur AS400, c'est une catastrophe, c'est compliqué à mettre en place. Non, c'est pas du tout le cas. Comme Étienne nous l'a expliqué tout à l'heure, il suffit de collecter les différents écrans. Donc, du coup, en pratique, ça va être vous vous connectez sur un émulateur à l'intérieur d'un des logiciels de Rocket et du coup, vous passez l'écran avec un bouton enregistrer. Du coup, les écrans seront enregistrés et du coup, vous pourrez dire que sur tel ou tel écran, tu vas entrer telle information que tu as reçue en paramètre du web service, tu vas entrer telle option devant tel ou tel paramètre si telle ou telle condition est remplie et au fur et à mesure du temps, vous allez vous construire un petit processus qu'on appelle microflow où du coup on passe les différents écrans, on dit que sur cette position on va cliquer entrée, on va rentrer un paramètre 1, on va rentrer une information qu'on a reçue en paramètre et on va retourner telle ou telle information ou telle liste qu'on trouve sur l'écran. Ces informations sont renvoyées donc directement à l'utilitaire de Rocket qui va se charger de retourner ça en forme JSON, XML ou ce que vous souhaitez au client web service qui a la demande. Et donc, du coup, vous n'avez aucun problème pour exploiter des données qui sont présentes sur un 5250 sur votre site vitrine Node.js ou autre, et du coup, ça marchera très bien. Je vais rendre la main
à Étienne maintenant, qui va maintenant prendre les questions. Merci Yann-André. Alors, je reprends rapidement la présentation. Excusez-moi. OK. Déjà, je vous remercie pour votre attention. Vous avez sur votre écran qui s'affiche les informations de contact pour Notos ou Idinfo, si vous avez des questions un peu poussées sur le produit ou si vous voulez faire typiquement un POC. On a encore quelques petites questions devant nous. Quelques petites minutes devant nous. Donc, je vous propose que s'il y en a qui ont des questions, qu'ils se prononcent et on va essayer d'y répondre dans les quelques minutes qui nous restent. Alors, je regarde les questions en un temps. Pas de questions, c'est que tout le monde a compris, c'est bien. Étienne, c'est Cyril ici. Je vais profiter de ces quelques minutes. Dis-moi, en général, combien de temps il faut pour implémenter la solution? Je pense que tu en as parlé, mais juste pour répéter. Oui, on en a parlé rapidement. En règle générale, on est sur des projets entre 15 et 30 jours. Pourquoi une si grande disparité? Parce que du coup, selon si vous avez juste 4 écrans à changer en logique métier et que vous êtes tout de suite complètement disponible pour la mise en place, forcément, ça va être beaucoup plus rapide. Alors que si vous avez énormément de contenu, si vous voulez faire des choses un peu plus compliquées avec des logiques un peu plus complexes, forcément, ça prendra plus de temps. La partie qui est tout le temps la plus longue va être vraiment le temps qu'on va passer avec vous pour mettre en place, pour mettre à plat en fait vos process actuels, les programmes que vous voulez exporter en API, leur logique, les logiques métiers que vous avez. En gros, c'est voilà la mise à plat de la situation du client qui prend en général plus de temps. Le reste, c'est relativement simple. On a vu, c'est que de la logique métier. Donc, on ne s'est pas réservé aux informaticiens, aux techniciens. Ça peut être relativement facile et ça peut être surtout relativement rapide. Donc voilà mais en règle générale, on est on est entre 15 et 30 jours pour les plus gros clients et pour les plus petits clients 15 jours. Est-ce qu'on a une autre question? Il nous reste quelques secondes. Alors, on a une question, le modèle de commercialisation. Alors, sur ce point, Cyril, donc je ne suis pas du tout commercial, sur ce point, je te laisse répondre. Je vais faire une réponse très large. Déjà, la commercialisation se fait par Notos Idinfo, première réponse. Si la question en rapport au licensing, on a deux types de licensing. Une en achat de licence et l'autre en souscription licence. Il faut savoir que Rocket API ne requiert pas un gros budget. C'est souvent un projet qui est amené ou plutôt drivé par les métiers. Donc, c'est vraiment les métiers souvent qui sont demandeurs. On a un très gros ROI sur Rocket API. On va peut-être dire même que la plus grosse partie du budget peut être la prestation dans certains cas. Si le client nous demande vraiment de créer l'ensemble et de reprendre de créer l'ensemble des API pour eux. Voilà. J'espère que c'est très large comme réponse. N'hésitez pas à revenir vers Étienne. Tout à fait. Je répète, on a toutes les informations ici pour nous contacter si vous avez des questions un peu plus techniques. On a une autre question de Monsieur Christophe Morin. Les 15 jours correspondent à 3-4 écrans
Alors non, je disais 3-4 écrans pour être caricatural, mais 15 jours, ce sera quand même pour des projets avec un peu plus d'écrans. Hein. On met pas 15 jours à mettre à plat juste 4 écrans. En général, ces projets Rocket API vont être pour vu qu'on a une intervention, qu'on a justement cette mise à plat, on va essayer de faire en sorte que ça touche un peu plus que 3-4 écrans et que vous puissiez avoir une flotte d'API qui concerne le maximum en tout cas de ce que vous voulez. En fait, c'est surtout la mise à plat de vos besoins. Si derrière vos besoins sont bien définis dans votre tête et même sur papier, ça va vraiment accélérer le processus. Et puis après, il faut aussi voir la complexité de la mise en place. Mais en fait, en général, si oui, je me permets, il y a toute la partie effectivement déjà installation, implémentation, configuration et formation. Ça requiert quand même une base. Bien entendu, quand on va faire la formation, on va créer des écrans. Non, on va créer des API à partir des écrans. Après, par contre, ça va très vite. Mais il y a cette base qui est importante, avoir une bonne base solide de connaissances. Et pour vraiment pouvoir bien partager cette connaissance, oui, il faut bien compter 10, je préfère dire 15 jours, moi, pour être sûr que les équipes, en l'occurrence, en général, il n'y a pas une grosse équipe, c'est plutôt 1 ou 2 développeurs qui vont travailler là-dessus et bien acquis les connaissances. Après, voilà, une fois que les développeurs, eux, sont bien formés là-dessus, le nombre d'API et la vitesse de création d'API est énorme. Mais il faut bien prendre ce temps de la formation. C'est plutôt vraiment de la formation qui est vraiment très important. Merci Cyril pour cette précision. On a un petit peu dépassé. Je ne vois pas d'autres questions qui arrivent. Si vous avez d'autres questions, vous n'avez pas eu le temps de les poser ou qu'elles sont un peu plus compliquées à poser que sur 3-4 mots, n'hésitez pas encore une fois. Les informations de contact sont affichées. N'hésitez pas à nous contacter. En attendant, eh bien, écoutez, je vais vous dire au revoir et à très bientôt. Merci encore Cyril, Philippe et Yann-André pour votre participation. Merci à tous et à très bientôt. Merci. Et vous recevrez et vous recevrez dans un mail séparé les documents très bientôt. Parfait. Merci et puis bonne journée. Au revoir.